c'est le colonel Frédéric Marquilecchia, le patron de la DSCGR, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette opération qui n'est pas une opération unique, puisqu'on sait que la Nouvelle-Calédonie vient souvent, j'allais dire, en soutien, au secours des populations en danger dans la région à la suite de catastrophes naturelles. Mais cette opération-là, au Vanuatu, a été marquée par une réactivité très importante de l'ensemble des moyens calédoniens. Oui, on sait que les Vanuatais sont extrêmement résilients et donc si on veut leur apporter un secours véritablement utile, il faut qu'ils interviennent dans les tout premiers jours de la catastrophe. Ça a été le cas. On a eu la chance de bénéficier d'une réactivité du gouvernement qui a permis l'envoi de renforts, mais également du soutien des FANC qui nous ont permis d'être projetés avec un moyen puissant, qui a permis d'envoyer beaucoup de matériel rapidement vers le Vanuatu avec le D'Entrecasteaux. Alors ça fait partie des éléments un peu nouveaux, c'est que la coordination se passe extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on peut aller très vite parce que justement on s'entend bien finalement, on arrive à bien coopérer. C'est bien ça, la chance de la Calédonie, c'est d'être rapidement en contact avec tous les échelons, tous les acteurs du secours notamment. Et donc la préparation est quotidienne. Donc au moment où il faut appuyer sur le bouton pour déclencher une opération, cette coordination est très rapide et très fluide. Donc vous avez embarqué du matériel sur le D'Entrecasteaux, vous avez projeté une équipe qui est partie en même temps que celle du RIMAP d'ailleurs, donc le D'Entrecasteaux a emmené tout ce monde-là au Vanuatu. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors nous sommes partis avec un triple objectif. Le premier, c'était de réouvrir des voies pour permettre les reconnaissances et la distribution des secours. Deuxième objectif, c'était de répondre aux besoins primaires, notamment la fourniture d'eau potable. Et le troisième élément, c'était pour apporter un soutien médical d'abord aux équipes engagées et ensuite aux populations en capillarité un petit peu, pas pour de très grosses opérations, mais un petit soin. On a vu que le RIMAP, du coup, s'est occupé beaucoup avec des tronçonneuses, de réouvrir des voies, etc. Et vous vous êtes concentré sur l'eau potable, c'est ça? Oui, en fait, on n'a pas pu accéder comme on le souhaitait sur le port de Tana. Donc, on a d'abord déchargé le matériel avec des Zodiacs depuis le mouillage. Donc, ça a été assez long. Et effectivement, nous sommes partagés les tâches. Le RIMAP a assuré les travaux de génie d'ouverture des routes. Et la sécurité civile s'est concentrée sur sa spécificité qui a été cette fois-ci de produire de l'eau potable à partir des cours d'eau et rivières qui étaient disponibles. Alors, on a beaucoup parlé pendant cette opération des fameuses unités de potabilisation de l'eau. Qu'est-ce que c'est exactement que ces machines? Alors, c'est effectivement un peu rêvé, mais bon, c'est pas très compliqué. On va pomper de l'eau dans une source la plus propre possible parce que plus l'eau est turbide, plus ce sera difficile de la filtrer. Donc, cette eau, elle est prélevée du milieu naturel, filtrée dans les machines. Ensuite, elle est, comment dirais-je, désinfectée à l'aide de lumière spéciale. Et ensuite, on peut la distribuer. Donc, après, soit les gens viennent se servir vers les contenants, soit on la met à disposition, comme ça a été le cas dans des fûts de 1000 litres. Soit on peut faire aussi de la distribution. À un moment donné, on avait organisé une sorte de porte-à-porte. Les gens laissaient les contenants sur le bord de la route et avec un véhicule, on passait leur remplir. Parce que l'eau potable, évidemment, c'est absolument essentiel dans ces cas-là pour les populations. On sait que les eaux étaient très, très souillées finalement et donc c'était évidemment essentiel pour tout le monde. Et effectivement, c'est effectivement un besoin primaire. Puis en plus, on sait que l'eau qui n'est pas propre est souvent vecteur de maladies. Donc c'était aussi un premier pas pour lutter contre une éventuelle épidémie. Alors vous vous êtes rendu sur place. On était d'ailleurs ensemble à ce moment-là. On a vu la joie finalement des habitants, la reconnaissance des habitants quand vous arriviez pour distribuer de l'eau, par exemple dans les écoles, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, j'imagine. Absolument. Donc, porter secours, c'est déjà assez gratifiant. Donc, et puis, voir la joie sur le visage des habitants, c'était effectivement extrêmement plaisant. On s'est d'abord inscrit dans un secours solidaire à ces populations. Il y avait beaucoup d'enfants. On était placés dans une école. C'est un peu le point focal dans ces cas-là. Donc, la distribution s'est bien passée. Et puis, au-delà du soutien qu'on a apporté aux populations, on a eu en retour des sourires, un accueil formidable. Enfin, il y avait vraiment une osmose et c'était plus qu'un plaisir de rendre service. Les équipes se sont intégrées à la vie locale pendant ces quelques jours. Alors globalement, quel bilan vous tirez de cette mission ? Un bilan double, d'abord la joie d'avoir pu apporter un secours efficace. C'est-à-dire on est vraiment arrivé au bon moment, là où ils en avaient vraiment besoin. Nous sommes partis, l'eau coulait à nouveau au robinet et de gros renforts arrivaient de l'extérieur, mais on a vraiment été là pendant les bonnes minutes. Et le deuxième aspect, c'est que toute mission extérieure nous permet aussi de nous aguerrir pour ce qui pourrait se passer ici, chez nous. Donc il y a quand même un double intérêt, donc porter secours et tirer des enseignements, parce que la région, on le sait, est soumise au risque cyclonique. Ce qui s'est passé au Vanuatu aurait pu, à quelques centaines de kilomètres près, se passer chez nous. Ça veut dire que vous apprenez de ces missions ?
On apprend toujours d'une mission. Il n'y a pas une intervention banale. Il ne se passe rien dans la routine. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Et notre travail, c'est de faire des erreurs ou de ce qui se passe, toujours une leçon à tirer. Vous avez vu travailler vos équipes sur le terrain. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous trouvez que la formation se passe bien, que les choses fonctionnent? Oui, je suis à la fois satisfait et extrêmement fier d'eux parce qu'en quelques heures, j'ai réussi à mobiliser 10 personnes qui sont parties dans l'inconnu, sur un terrain qu'ils ne maîtrisaient pas, pour une durée qui n'était pas fixée au départ. Ils ont fait un travail formidable en prenant beaucoup sur eux. Donc je suis à la fois fier d'eux et fier du travail qui est fait au quotidien par mes équipes ici en Nouvelle-Calédonie, de préparation, de formation et même la mise en œuvre du matériel, parce que lorsqu'on part comme ça veut dire que derrière, la logistique a suivi. C'est quoi la philosophie? C'est de se préparer au pire? Nous sommes les spécialistes du pire. Nous sommes les spécialistes du non-événement dans la mesure où on a une position statique, où on attend la catastrophe. Mais derrière cet attentisme, il y a un gros travail de préparation de manière à être efficace lorsqu'on appuie sur le bouton, encore une fois. Est-ce que les formations sont suffisantes aujourd'hui? Est-ce que tout est nominal, comme on dit? Vous n'entendrez jamais un pompier dire qu'il est satisfait du matériel, de la formation. On est toujours à la recherche du plus. Je pense qu'à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose quand même d'une école, qui dispose de beaucoup de matériel, on n'est pas mauvais. On est assez bon même, puisque la formation est au quotidien dans les centres de secours, elle est au quotidien à l'école de Païta. Non, le niveau de préparation est très correct, mais on en veut toujours davantage, bien sûr. Est-ce que ça commence à susciter des vocations? On a toujours des vocations. Je croule sous les courriers de demande d'entrée dans la carrière de sapeur-pompier ou en qualité de volontaire. Alors, pour devenir pompier professionnel, il faut passer un concours et il n'y en a pas tous les jours. Pour le volontariat, soit on adresse un courrier à la sécurité civile pour rentrer dans les unités d'intervention de la sécurité civile, mais on peut également venir renforcer les communes puisque les centres de secours ont également besoin de ces vocations. C'est des carrières extrêmement gratifiantes d'une certaine façon. Oui, il y a toujours, le pompier est forcément vu avec un regard d'enfant, hein, quel que soit l'âge, hein, c'est gratifiant, c'est un travail qui demande, au-delà de l'aspect extérieur, de la tradition, des beaux casques qui brillent, des camions rouges, il y a quand même un énorme travail de préparation, un travail sur soi également, parce qu'on est toujours confronté à des situations qui ne sont pas forcément toujours très plaisantes. La DSCGR, le contexte général, ça se passe bien. On sait qu'il y a eu quelques remous au moment de ce transfert de compétences. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes satisfait de la façon dont ça se passe globalement? La DCGR en 2014 est partie de rien. Je salue le travail de mon prédécesseur, Eric Baquès, qui avait fait la sécurité civile à partir d'une sorte de patchwork de compétences qui se promenait un petit peu partout. Il a réussi à construire une boutique qui aujourd'hui prend un véritable essor opérationnel. Donc, la route est encore longue, mais je voudrais affirmer que la sécurité civile ne pourra pas se bâtir seule. Il faudra s'appuyer pour cela sur les centres de secours communaux et intercommunaux. Et ce n'est qu'ensemble qu'on arrivera à procurer aux Calédoniens un secours de qualité. Quand vous dites la route est encore longue, ça veut dire quoi? Bon, il y a encore à former le corps des pompiers de Nouvelle-Calédonie. On manque encore d'encadrement. J'aspire à ce que des concours soient organisés, que des recrutements soient opérés, et pour véritablement gonfler l'effectif et le professionnaliser, pour pouvoir, encore une fois, distribuer des secours d'une manière la plus égale possible à l'ensemble des Calédoniens. La formation, c'est évidemment un élément clé. C'est la base pour apprendre les gestes, pour se perfectionner, pour véritablement s'aguerrir. Mais de ce côté-ci, je dispose de formateurs à la sécurité civile, mais également dans les centres de secours, qui fournissent également un travail de qualité. Est-ce qu'il y a une mentalité qui doit arriver, quelque chose, un réflexe de prévention, un réflexe sécurité civile? Est-ce que ça existe? Oui, enfin, il existe et on essaye de l'inculquer dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup d'opérations qui sont faites auprès des écoles parce que souvent les enfants apprennent aux parents les bons gestes de prévention de base. Oui, c'est une culture permanente et c'est à chacun d'entre nous, dans nos foyers, dans notre entourage, de porter ce message de prévention. Colonel Frédéric Marquilékia, directeur de la DSCGR, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.